Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez passé 34 ans de votre vie à 4000 mètres sous la mer, sans pour autant toucher le fond. Retrouver les traces d'un paquebot mythique n'a jamais été une galère, bien au contraire. Et vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Paul-Henri Nargeolet. Bonjour. Alors, ce livre, c'est dans les profondeurs du Titanic, chez Harper & Collins. Ça va nous servir de fil conducteur parce que finalement, vous êtes un privilégié et on va raconter comment vous êtes arrivé à récupérer beaucoup de choses du Titanic. C'est 34 ans de votre vie. Tout à fait, oui. Alors, j'ai fait autre chose entre-temps, mais j'ai 34 ans quand même de ma vie. Alors, on va évoquer d'abord votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 28 octobre 1988, une émission de télévision dont voici le générique. Thalassa. Ah oui, oui, oui. C'est votre première télé et la France entière découvre, grâce à cette émission, le Titanic, car vous évoquez l'épave. Vous en souvenez ? Ah, très bien, très très bien. C'était votre première télé. Je me souviens de Pernod, très très bien, et on a gardé des bonnes relations pendant très longtemps. Et à l'époque, personne ne savait, en France, que vous plongiez pour retrouver l'épave du Titanic. Alors, bon, il y avait eu quand même en 87, puisqu'on y est allé pour récupérer des objets, il y avait quand même... L'épave a été trouvée en 1985, oui. Le 1er septembre. Non, mais enfin, c'était quand même quelque chose c'était un peu du bouche à oreille, mais pas beaucoup plus que ça. Et vous évoquiez dans cette émission que le hublot est très épais, car il devait résister à la pression, le hublot du sous-marin qui vous a emmené sur l'épave. Alors oui, d'autant plus que c'est un sous-marin qui peut plonger régulièrement, je veux dire quasiment tous les jours, jusqu'à 6000 mètres. Oui. Donc le Titanic, c'était facile pour lui, mais c'est ils sont des hublots qui font pas loin de 30 cm d'épaisseur, quoi. Oui, c'est beaucoup. Alors, ce qui est étonnant, Paul-Henri Nargeolet, c'est que vous êtes au fond de la mer et que vous êtes né à Chamonix. Voilà, exactement. Mais enfin, il y a souvent une relation entre la montagne et la mer. En ce qui me concerne, c'est un peu particulier. C'est parce que mes parents, très peu de temps après ma naissance, sont partis vivre en Afrique du Nord d'ailleurs. Donc j'ai grandi en grande partie en Afrique du Nord et c'est là que je me suis beaucoup intéressé à la mer. Voilà. Mais à Chamonix aussi, il y avait Maurice Herzog, qui a été maire de la station et qui a été le chef de l'expédition française sur l'Annapurna et qui a conquis le premier sommet à plus de 8000 mètres. Donc 4000 mètres pour vous au fond, 8000 mètres pour lui au sommet. Exactement. Alors donc, effectivement, vous êtes en Afrique du Nord et vous découvrez la piscine avec un masque et vous découvrez un jour que des gens plongent pour rechercher les objets. Oui, alors ce sont des gens qui plongeaient et qui étaient bien sûr bien plus âgés que moi, puisque moi j'avais même pas 10 ans à l'époque et je m'en souviens très bien de l'âge que j'avais parce que j'habitais dans cette ville et je les espionnais. Pour moi, je faisais parce que j'avais peur. Je regardais ce qu'ils faisaient. Dès ils commençaient à plonger, je les suivais avec mon masque, mes palmes et mon tuba. Et puis d'en haut, je regardais ce qu'ils faisaient sur une petite épave qui était en dessous. Et puis dès qu'ils commençaient à remonter, j'allais me recacher derrière les rochers. Et puis bon, ils avaient évidemment vu mon manège depuis longtemps. Et un jour, il y en a un qui est venu derrière moi et qui m'a surpris. J'ai vraiment eu un peu peur quand je me dis je vais me faire engueuler ou un truc comme ça. Et puis il m'a dit ça t'intéresse, tu veux essayer? Puis voilà, ça a commencé comme ça. Et ça vous a passionné comme ça? Oui, ça m'a passionné beaucoup. Bon, je faisais, comme j'avais déjà un masque, des palmes, un tuba, j'aimais déjà évidemment bien l'eau. Et donc ça, là, je me suis mis à lire des livres de Cousteau, de tous les gens qui écrivaient là-dessus, et ça m'a passionné de façon, je veux dire, définitive. Même quand je suis rentré dans la marine après, quoi. Vous avez rencontré le commandant Cousteau? Alors, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'était pas un ami. Par contre, je suis ami avec ses fils, qui étaient beaucoup plus de mon âge. Mais j'ai été très, très ami avec le chef du commandant Cousteau dans la marine, qui était un ami de ma famille, et dont je parle d'ailleurs au tout début de mon livre, parce que c'est lui qui m'a aussi poussé à prendre cette voie dans la marine. Et c'était le patron de Cousteau, quoi. Voilà. Et Cousteau, qui adorait la Basse-Californie, les eaux étaient formidables. Il avait surnommé l'aquarium du monde. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a dans cette partie de la Californie où on est quand même dans des eaux tropicales, il y a une faune extraordinaire et des eaux très claires. Donc c'est un endroit merveilleux, mais j'ai plongé dans d'autres endroits qui valent, à mon avis, bien la Basse-Californie, mais qui sont plus loin. D'ailleurs, j'ai rencontré un de ses fils, c'est là que j'en ai connu un d'entre eux. Malheureusement, c'est celui qui est décédé, qui s'est tué dans un accident d'avion
avec un Catalina, un hydravion, et dans le Tage. Et je l'avais rencontré, j'étais dans la marine déjà, en Nouvelle-Calédonie. J'étais le seul plongeur du coin, le seul plongeur militaire, donc ils étaient venus me voir pour me demander des renseignements. Alors, il se trouve aussi que Paul-Henri Nargeolet, que vous avez ensuite, toujours enfant, découvert la pêche sous-marine et l'apnée. Oui, alors c'est ça, parce que et d'ailleurs avec une de mes sœurs, qui était aussi très bonne en apnée, et on faisait de l'apnée tous les deux, et je me souviens qu'on avait passé notre brevet de natation de 25 mètres en les faisant sous l'eau. Ce qui avait étonné beaucoup de gens à l'époque. Et la France a découvert l'apnée avec le film Le Grand Bleu, qui racontait l'histoire de Jacques Mayol, et qui était un film fabuleux. Et d'ailleurs, les comédiens, je ne sais pas si vous le savez, ils ont fait véritablement de l'apnée pendant le tournage sous la direction de Luc Besson. C'est un de mes amis qui a fait les images sous-marines, qui s'appelle Christian Pétron, avec qui c'est un ami d'il y a 30 ans. Et j'ai bien connu Jacques Mayol, parce que je l'ai rencontré plusieurs fois. Et en plus, un jour, à force de discuter avec lui, on s'est aperçu qu'il connaissait une de mes tantes, parce que Jacques Mayol, contrairement au film, n'était pas en Grèce, il était en Chine, et ils étaient dans la même école et dans la même classe en Chine. C'est extraordinaire. Alors, votre première descente, Paul-Henri Nargeolet, avant le Titanic, c'est un navire, c'est l'épave d'un navire qui battait pavillon grec, je crois, l'Electra. Voilà, l'Electra, j'avais d'ailleurs, ça fait un petit remue-ménage vers pas le commandant Cousteau, mais c'était le commandant Taillès, qui était un ami de mon oncle. Et j'avais dit à mon oncle, avec mon cousin, on plonge sur un bateau grec qui s'appelle l'Electra. Et immédiatement, le commandant Taillès dit quoi on était en Bretagne. Hein. Il dit quoi, les Grecs en Bretagne? On n'a jamais trouvé d'épave grecque en Bretagne, etc. Il a fallu un moment, parce qu'il était tellement enthousiasmé qu'ils n'écoutaient même pas ce qu'on lui disait. On lui dit, mais c'est un petit cargo, c'est pas un bateau grec de l'époque de la Grande Grèce, quoi. Et comment vous l'aviez trouvé, cette épave? Alors, on nous avait donné des indications et on louait les services d'un pêcheur breton qui nous emmenait, il savait où elle était, parce que lui pêchait dans le coin, donc il nous amenait là et on plongeait sur cette épave. Oui, et finalement, ça vous a permis de commencer à plonger dans les épaves. C'est venu comment, cette passion des épaves? Justement, à force de plonger sur des petites épaves, pas très profond, etc. Ça m'a toujours intrigué, parce que une épave, c'est un moment où la vie se fige, c'est-à-dire que c'est un moment où en anglais on appelle ça une time capsule, c'est-à-dire on retrouve finalement le bateau là où il s'est arrêté, là où souvent la vie s'est arrêtée, en tous les cas sur le bateau. Donc ça m'a toujours un peu intrigué et j'aime bien voir des épaves au fond, j'aime bien les visiter. Voilà, cette première épave, je crois que vous avez ramené des panneaux. Qui étaient des fanaux, qui sont des lampes. Des lampes, oui. C'était la lampisterie. Vous avez trouvé ça? Qui vous a dit ça? Je me suis renseigné. Et puis, vous décidez aussi de faire carrière dans la marine. Pourquoi la marine nationale, Paul-Henri Nargeolet? Alors, parce que, probablement, j'avais un oncle qui était officier de marine, qui avait eu une carrière absolument extraordinaire, rien à voir avec la plongée, mais... à part qu'il était ami avec le commandant Taillès, mais j'ai eu envie, j'étais un petit peu intéressé par la médecine, j'avais un petit peu hésité, médecine, je me disais médecine militaire peut-être, enfin, etc. Puis finalement, j'ai opté pour la marine nationale et je le regrette absolument pas, parce que j'ai passé un temps extraordinaire dans la marine aussi. Et votre spécialité au départ, c'est le déminage et l'intervention sous-marine. Voilà, c'est ça, parce que j'ai commencé à l'époque où j'ai d'ailleurs commencé un petit peu dans l'aéronaval, mais très rapidement, j'ai dit je voudrais passer dans la plongée, donc la marine, ça leur plaisait qu'à moitié, la plongée, parce qu'ils ne connaissaient pas trop la plongée, c'était déjà un peu bizarre à part. Donc on a essayé de me garder dans l'aéronaval, et puis j'ai dit non, moi je vais aller dans la plongée, donc finalement c'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Je crois que ça a commencé avec un groupement de plongeurs des démineurs de Cherbourg que vous avez commandé. Voilà, alors ça, il a fallu quand même quelques années avant, parce qu'on ne commande pas un groupement de plongeurs démineurs tout de suite, mais j'ai fait d'autres embarquements avant, et j'ai même fait d'ailleurs, j'ai participé à une opération assez rare, c'est le déminage du canal de Suez en 1974-75, où le canal avait été fermé pendant la guerre des 6 jours, et c'est la France et les plongeurs français qui ont nettoyé le canal. Il y a eu d'autres nations qui ont aidé les Égyptiens et tout, mais les plongeurs des mineurs français ont nagé, ils ont fait 3 fois la longueur du canal, c'est-à-dire 3 fois 160 km, et je peux vous dire qu'il restait rien dans le canal, même pas des cailloux, on a tout enlevé, quoi.
Et là, alors c'est après d'ailleurs, après cette affectation et après que je suis devenu commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg. Voilà. Et il se trouve qu'on trouve encore aujourd'hui des bombes au fond de la mer. En 2020, dans la rade de Brest, on a découvert une mine marine allemande qui pesait 970 kilos. Ça s'appelle une LMB. Voilà. Il y a les LMA, LMB, et les LMB pèsent effectivement, nous on disait une tonne, parce que c'est la quantité d'explosifs qu'il y a dans la mine. Hein. La mine elle-même est encore plus lourde. Et alors, elles sont extrêmement dangereuses, ces mines, parce qu'elles étaient de très très bonne qualité. Et vous découvrez donc finalement ce qu'on appelle l'archéologie navale, qui est un phénomène nouveau. Oui, alors effectivement, parce que je me souviens au début, quand j'étais en Bretagne, à Brest, et que je plongeais sur l'Electra et tout, moi j'avais demandé un petit peu quelle était la réglementation, etc. Et alors j'étais allé voir la douane, qui m'avait dit, bon, qu'est-ce que vous avez ramené? Alors j'avais dit, j'ai ramené des fanaux. Bon, alors ils regardaient dans leur grand livre ce que c'était. Finalement, ils m'ont dit, bon, on va classer ça dans les déchets de cuivre, etc. et tout. Puis à la fin, après avoir regardé dans tous les livres, ils m'ont dit, alors il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de droit d'importation, vous n'avez rien à payer. Voilà. Bon, c'était... Alors, quand je dis ça à de mes amis qui étaient archéologues et tout, ils me disent, oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est? Voilà. Donc c'était vraiment le début. On va continuer à parler justement du Titanic et justement avec une date historique que vous connaissez bien, le 14 avril 1912. A tout de suite sur Sud Radio avec Paul-Henri Nargelet pour parler des profondeurs du Titanic. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Paul-Henri Nargelet pour évoquer ce livre Dans les profondeurs du Titanic chez HarperCollins, un livre passionnant où vous racontez justement vos recherches sur le Titanic. Et justement, le Titanic, le 14 avril 1912, c'est une collision historique et on va en parler parce qu'il faut l'expliquer. Il est alors l'un des paquebots les plus luxueux qui a été construit. Je crois que les plans ont été faits en 1907, la construction en 1909 et c'est son voyage inaugural. Tout à fait. Il venait juste d'être fini. Il a été mis à l'eau en 1911. Et puis il a été fini parce que il est construit sur un dock. Et après on le passe au bassin pour finir de charger les poids lourds, c'est-à-dire les chaudières, enfin, etc. Et c'est seulement en 1912 qu'il est terminé. Il fait des essais très rapides entre Belfast, en Irlande, là où il a été construit, et Southampton. Et après, le 10 avril, ils appareillent donc de Southampton pour Cherbourg. Ils font une première escale à Cherbourg. Dans la nuit, ils passent à Queenstown, en Irlande, qui s'appelle Cork maintenant. Et après, ils commencent leur traversée vers les États-Unis. Et on dit alors, les journaux de l'époque assurent que ce paquebot est insubmersible. Alors ça, c'était un peu une déformation de la presse, parce que le constructeur disait il est pratiquement insubmersible. Donc le mot pratiquement a vite disparu et c'est devenu insubmersible, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que il n'existe pas de bateau insubmersible. Et donc il est 23h40 le 14 avril lorsque la collision se produit et finalement au départ personne ne se rend compte du drame. Oui, parce que finalement, il n'a pas heurté l'iceberg, il a frôlé l'iceberg, il est passé le long de l'iceberg en le touchant. Alors, il y a des gens qui ont senti un tout petit peu, il y a des gens qui disaient qu'ils étaient en train de boire un whisky au bar des premières classes. Ils ont vu très légèrement un mouvement au-dessus de leur verre, parce que la mer était très très calme ce jour-là. Bon, il y a des gens qui étaient un peu plus près de l'endroit où la collision a eu lieu, qui ont ressenti un petit peu plus, mais il y a beaucoup de gens qui sont aperçus de rien. Alors, le bateau a coulé le 15 avril, et puis 75 ans plus tard, vous vous retrouvez sur l'épave. Comment c'est venu au départ que vous vous occupiez du Titanic, Paul-Henri Nargelet? Alors, c'est simplement parce que j'étais dans la marine, et donc je m'occupais d'intervention sous la mer. Et donc j'avais des relations, la marine avait des relations avec l'Institut français de la recherche et de l'exploitation de la mer, donc l'IFREMER. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on avait besoin d'aller plus profond que les moyens qui existaient dans la marine. Donc, il y avait des opérations communes qui se faisaient. Et bon, j'avais des bonnes relations avec les gens de l'IFREMER. Il y en avait quelques-uns qui étaient d'anciens marins, etc. Donc, il m'avait dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler un jour chez nous? J'avais dit oui, sûrement, mais j'étais bien dans la marine, j'avais encore des choses à faire intéressantes. Donc, je ne dis pas que je faisais la fiche bouche, mais je disais, bon, bientôt, enfin, etc. Puis le jour où l'IFREMER, avec un autre institut océanographique, ils ont trouvé le Titanic, là, ils m'ont dit, si tu viens, là, tu t'occuperas des opérations. Alors, j'ai dit, là, il faut arrêter de faire la fine bouche. Et il ne faut pas rater une opportunité comme ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis
je suis rentré à l'Ifremer en 1986, où on devait partir très très vite. Dès 1986 sur l'épave, et pour des raisons internes à la maison, cette expédition a été annulée. Et finalement, ce n'est qu'en 87 qu'on a pu faire notre première expédition sur le Titanic. Donc on est justement le 25 juillet 87, vous êtes devant le Titanic, et là il y a un grand moment d'émotion. Il y a un grand moment d'émotion. D'ailleurs, c'est un mélange d'émotions finalement, parce que d'abord, on était 3 dans le sous-marin. Il n'est pas question d'être seul dans ce genre d'engin, enfin, en tous les cas, dans les nôtres. Et on était donc contents, si vous voulez, parce qu'on attendait, ça faisait 1 an qu'on attendait ça. Et en même temps, quand on a vu surtout la plage avant, qui est vraiment magnifique, parce qu'elle est bien conservée, on voit les treuils, les ancres, les treuils sont brillants parce qu'ils sont polis par le courant. Enfin, donc c'est vraiment une image assez étonnante. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de recevoir en pleine figure tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais appris dans les mois précédents sur le Titanic. Donc c'était un mélange d'émotions parce qu'on était face à un désastre et parce qu'on était content d'y être, quoi. Et le retrouver n'a pas été simple en plus. C'était pas... Alors, pour le retrouver, pour nous, pour ça, on n'a pas mis très longtemps quand même. C'est à l'origine en 85. Donc l'équipe franco-américaine qui a cherché, c'était pas évident. Alors c'était pas évident parce qu'évidemment il n'y a pas de GPS à l'époque, donc très souvent les positions sont fausses. Dans le cas du Titanic, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait le Gulf Stream qui passait dans cette zone-là, donc ils pensaient être beaucoup plus à l'ouest que ce qu'ils étaient. Et c'est pour ça que l'épave finalement a été trouvée à peu près près de 35 km, 30-35 km de la position officielle. Et la position officielle était une position estimée par rapport au dernier point où vous avez fait au coucher du soleil, ils avaient fait un point astronomique. Après, donc, ils avaient estimé qu'ils avançaient à telle vitesse, à tel cap, et ils allaient plus doucement que ce qu'ils croyaient. Donc, ça n'a pas été évident. Voilà. Et surtout, vous êtes à 4000 mètres de profondeur, à bord d'un sous-marin, et un sous-marin à 4000 mètres, c'est déjà pas évident. Alors oui, ce sont des sous-marins spéciaux, ce ne sont pas les mêmes sous-marins que ceux de la marine, si vous voulez, parce que un sous-marin comme le Nautilus, c'est une sphère en titane, d'ailleurs elle pourrait être aussi en acier, hein, ça tiendrait aussi bien, dans lesquels il y a 3 personnes, pas mal d'équipements divers et variés à l'intérieur, donc on est un petit peu comme dans une capsule, si vous voulez. Et il y a des batteries à l'extérieur, il y a des moteurs, il y a tout un tas d'équipements. Ce sont des sous-marins quand même qui pèsent 18 tonnes, quoi, si vous voulez, c'est pas rien à mettre à l'eau et à récupérer, parce que tous les jours on le met à l'eau à partir du bateau, le soir on le récupère, on recharge les batteries, enfin il y a tout un tas de choses à faire. Mais ce sont des petits sous-marins assez extraordinaires, et j'avais commencé déjà dans la marine à utiliser des sous-marins un peu similaires au Nautilus. Et ce sous-marin a une couleur qui rappelle une chanson. Yellow Submarine des Beatles. Je vous précise que cette chanson est née, elle a été inspirée par les comptines d'enfants que Paul McCartney adorait. Et un soir, alors qu'il est en train de s'endormir, il a créé cette chanson. Et, c'est bien. Et c'est un sous-marin jaune. Tout à fait. Pour qu'on puisse le reconnaître. Oui, et puis pour qu'on puisse le voir un peu plus en surface, parce que dès qu'on plonge, le sous-marin devient vert. La version de la chanson en français, c'est le sous-marin vert par Maurice Chevalier. Voilà. Alors, Nautilus, ça veut dire Nautilus, bien sûr, ça évoque le capitaine Nemo et ça évoque Jules Verne. Oui, et puis ça évoque la façon dont plonge le sous-marin comme un nautile. Le nautile étant un coquillage qui a un ballast et qui purge son ballast pour descendre. Donc il descend à la verticale et il remonte à la verticale aussi. Après, il peut nager en horizontal et le nautile fait exactement la même chose. D'ailleurs, ce nautile est évoqué dans le collier de la sorcière Ursula, dans Ariel, la petite sirène. Elle l'utilise pour tromper Eric le héros. Vous voyez, et le nautile ou le nautilus sont à toutes les sauces. Alors, vous dites aussi dans votre livre, Paul-Henri Nargeolet, que il y a eu beaucoup de morts. Il y en a eu entre 1490 et 1520. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Alors effectivement, il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Il y aurait pu aussi en avoir beaucoup moins. Si tout s'était passé comme il faut sur le bateau, ils auraient pu pratiquement inverser les chiffres, si vous voulez, parce qu'il y avait suffisamment de place dans les canaux de sauvetage pour mettre beaucoup plus de gens.
Alors là, à mon avis, c'est un petit cafouillage, d'ailleurs un gros cafouillage par le commandant lui-même, Captain Smith, qui était très très sûr de lui et qui a fait, à mon avis, une très grosse erreur dont on ne parle pas souvent. C'est que lui, il s'occupait d'un côté avec un autre officier, du côté tribord, il y en avait un autre qui s'occupait du côté bâbord. Et lui, il y avait cette phrase habituelle, les femmes et les enfants d'abord, et lui, il a dit les femmes et les enfants seulement. Donc ils ont embarqué les femmes et les enfants dans les canots de sauvetage, et les hommes, eh ben non. Alors que de l'autre côté, ils embarquaient les hommes et les enfants. Donc ce qui fait que du côté, en particulier donc du côté tribord, il y a des canots de sauvetage qui sont partis avec 16 personnes à bord, alors qu'il y avait 65 places dessus. Donc il y avait de quoi installer à peu près entre 1380, presque 1400 personnes. Alors, ils auraient même pu en mettre un petit peu plus, pas beaucoup, parce que quand même 65 personnes sur un canot comme ça, on a essayé avec Cameron, ça fait du monde, quoi. Hein, donc ils étaient un peu serrés, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Il a fait une autre erreur, le capitaine Smith, c'est le bateau allait beaucoup trop vite et tout le monde lui a signalé que l'iceberg était en vue, il s'en est fichu complètement. Oui, exactement, parce que c'était toujours pareil, il était sûr de lui. Et alors j'ai rencontré quelqu'un hier soir, c'était pas vieux, dont on parlait du Titanic ensemble et qui me disait qu'il avait fait une étude juridique sur les risques et les choses comme ça, et que les assurances avaient, je ne le savais pas, hein, donc ça date d'hier soir, que les assurances avaient demandé à ce que le commandant choisi soit un commandant qui n'ait jamais eu de problème. Or, dans l'analyse de risque, on dit au contraire, il faut mettre un commandant qui a eu des problèmes parce qu'il a eu à résoudre des problèmes, alors que le commandant Smith n'avait jamais eu de problème, donc il a été désarçonné au moment où ça s'est passé, il n'a pas su quoi faire. Et c'est vrai. Bon, déjà, il n'a pas ralenti parce que je disais, bon, ça fait 20 fois que je fais la traversée, je sais où je suis, enfin, etc. Il a légèrement incurvé ils sont descendus un tout petit peu plus sud. D'ailleurs, s'ils n'avaient rien fait, ils n'auraient peut-être pas heurté un iceberg, mais enfin, bon. Et donc, c'est assez intéressant et cette étude me plaît beaucoup, d'ailleurs. Il y a d'autres choses qui sont passées aussi autour du Titanic et on va les évoquer à travers une autre date, le 1er juin 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Paul-Henri Narjolet pour parler du Titanic. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Paul-Henri Narjolet pour ce livre, Dans les profondeurs du Titanic chez Harper & Collins. Vous avez passé 34 ans à vous occuper du Titanic et une date importante, c'est le 1er juin 2013, une exposition sur le Titanic, des souvenirs du Titanic à la porte de Versailles à Paris. Ah oui. Je ne me souviens plus que c'était à cette date-là, mais je m'en souviens très bien. Alors c'était étonnant parce que dès l'entrée, on était en immersion, on avait une carte d'embarquement. Oui, alors ça c'était pour... les gens ont beaucoup aimé, c'est-à-dire on a une carte d'embarquement et on suit un parcours. Et à la fin de ce parcours, on regarde si on a survécu ou pas au naufrage. Voilà, alors il y avait des tas d'objets et à la fin même, on pouvait toucher un iceberg. Voilà, alors ça c'était aussi c'est amusant et on voit à quel point ça peut être froid et à quel point ça a dû être très difficile pour les gens qui sont tombés dans l'eau d'ailleurs et qui ne sont pas morts noyés mais qui sont morts de froid. Oui, car la plupart des gens sont morts de froid sur les bateaux avant que les secours arrivent. Ah, bien avant. Puisque il faut, dans l'eau, si vous voulez, dans la marine, on a des chiffres, on dit 5 degrés, 5 minutes. Alors bon, évidemment, il y a des gens qui tiennent plus longtemps, suivant comment on est habillé, enfin, etc. Mais ça va très très vite dans l'eau froide. Et ce qui s'est passé pour des gens qui étaient évidemment pas entraînés, qui même s'ils étaient un peu habillés, il y en a très peu qui ont survécu après avoir été immergés. Il y en a quelques-uns qui ont été récupérés comme dans des canots, mais il y en a quand même qui sont morts, même dans les canots de sauvetage, parce qu'ils avaient séjourné dans l'eau suffisamment pour ne pas pouvoir résister. Et il y en a qui sont morts dans les canots de sauvetage. Alors, cette exposition a lieu, mais elle a en même temps lieu dans d'autres pays, c'est-à-dire dans le monde entier. Et elle est possible parce que vous avez petit à petit récupéré les objets du Titanic. Et ça a été vraiment un travail de folie avec des appareils incroyables, Paul-Henri Narjolet. Oui, alors parce que d'ailleurs, bon, la première année, quand on a fait cette première exposition, on n'avait absolument pas la moindre idée, on n'y pensait même pas revenir.
Donc on avait un laps de temps, donc on m'avait dit voilà, la mission peut durer de temps à temps. On avait un contrat avec les Américains parce que c'est eux qui finançaient l'opération pour faire 12 plongées. On en a fait 32. Donc les Américains étaient contents. Et on a récupéré le maximum d'objets qu'on pouvait remonter, parce qu'on se disait on ne viendra pas, donc autant récupérer un maximum. 1800, je crois. 1800, c'est ça. Donc c'était quand même... Alors, on a remonté un peu, je dis pas n'importe quoi, parce qu'on choisissait quand même un petit peu, puis au bout de quelques jours, quand on avait commencé à voir qu'on avait remonté assez d'assiettes, on disait bon, on va aller faire un autre type d'objet, enfin, etc. Et puis de temps en temps, on trouvait des objets un peu exceptionnels. Il y en avait d'ailleurs... On n'était pas capable de les récupérer immédiatement. On se disait ils sont trop fragiles, on risque de les abîmer, donc on fabriquait des outils pendant la nuit et le lendemain on pouvait retourner avec ces outils parce que dans le Nautil il y a 2 bras manipulateurs qui sont très puissants, c'est les bras hydrauliques, et si on essaye de prendre une assiette avec une pince hydraulique, on la casse. Enfin, avec un peu de chance, on peut arriver à la trouver, mais on a des chances de la casser. Alors, il ne s'agissait pas de s'amuser à faire ça avec le Titanic. Donc, on utilisait des outils qu'on plaçait dans les pinces pour récupérer avec le maximum de précautions possible les objets. Oui, et il y avait même, je crois que vous avez récupéré un objet qui pesait 20 tonnes un jour. Alors ça, c'était après, parce que en discutant avec les Américains, moi j'avais dit, bon... c'est bien de récupérer des bagues, c'est bien de récupérer des petits objets, etc. Mais ça serait bien de récupérer des choses un peu plus lourdes qui montrent la taille du bateau, etc. Alors les Américains m'avaient dit, t'as qu'à y aller, enfin, etc. Donc on avait, dans les années qui ont suivi, on a commencé par récupérer des billes d'amarrage. Après c'était un bossoir d'embarcation. Après c'était ce qu'on appelle un fairlead, c'est des rouleaux. Enfin, et puis... Après, on a dit oui, mais ça serait bien d'avoir un morceau où on voit un peu la coque, parce que c'était plein de rivets et des grosses épaisseurs. Alors on m'a dit, vas-y. Alors là, tout le monde, on s'y est tous mis, et puis on a commencé à chercher un peu partout quelque chose qui n'était pas trop grand quand même, parce que les morceaux, je regardais comme ça, et je me disais, ça va faire 200 tonnes, c'est un peu beaucoup pour nous, quoi. Donc, puis finalement, il y en a qu'on a choisi, parce qu'il y avait des hulots, il y avait des pièces de renfort, ça représentait bien le type de construction du bateau. Là, on a eu un peu de difficulté, mais enfin, on a fini par y arriver. Et c'était d'autant plus important que pour qu'on comprenne la dimension du Titanic, il fallait récupérer des objets à montrer dans le monde entier. Voilà, c'est ça. Donc, l'intérêt d'avoir récupéré beaucoup d'objets, c'est qu'on pouvait faire plusieurs expositions en même temps. Et ça, à travers le monde. Donc, il y a eu, je ne sais pas exactement à quel nombre on en est, mais je pense que c'est à peu près 60 expositions dans le monde. Et ça va de l'Australie... en passant par la France, l'Angleterre, l'Amérique du Sud, les États-Unis évidemment, il y en avait tout le temps qui tournaient. Voilà, donc ça a permis d'avoir finalement plusieurs collections, et parce qu'en plus les objets, quand ils sont exposés à la fin, il faut les recontrôler pour être sûr que la dégradation ne recommence pas. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vérifient les objets. Soit ils les renvoient dans un laboratoire, soit on peut les renvoyer en exposition pour une autre exposition. Oui, et puis même pour remonter les objets, une fois qu'ils sont remontés, il faut les protéger. Alors immédiatement, enfin, dès qu'on les remonte, bon, évidemment, il y a un certain nombre de choses à faire. C'est qu'on fait des photos, on prend les dimensions, éventuellement les conservateurs qui sont à bord commencent à nettoyer très légèrement les objets pour qu'on puisse après les remettre dans l'eau. Parce que dès qu'ils sont au contact de l'air, enfin certains d'entre eux, au moins tout ce qui est en fer, en acier, ça va très très vite. La dégradation recommence et s'accélère, surtout dans l'air. Donc il faut les remettre dans l'eau le temps qu'on arrive à terre et qu'on puisse les transporter dans un laboratoire. En 1987, d'ailleurs, ce laboratoire, c'est un laboratoire de l'EDF, qui était dans le nord de Paris, là, à côté de ce qui est le stade de France. Maintenant, ils ont déménagé ailleurs, mais enfin bon, ils avaient un laboratoire très perfectionné justement pour la conservation des objets. Et il y a des objets qui disparaissaient, parce que c'est déjà miraculeux que tout ça soit préservé. Je crois qu'une paire de jumelles, c'est devenu vraiment des miettes. Alors, on s'est aperçu assez vite, quand on a effectivement vu une paire de jumelles au fond, on a essayé de l'attraper, et immédiatement elle est partie en poussière. Et on a vite compris que la même paire de jumelles, parce qu'on en a trouvé d'autres, si elle touchait un morceau de métal, eh bien, elle était intacte, quasiment.
parce qu'à ce moment-là, c'est plus la paire les jumelles qui s'abîment, mais c'est la pièce en fer qui sert d'anode, si vous voulez, qui se détériore avec le temps, et non plus. Pourquoi ? Parce que le sédiment est très acide, et donc cette acidité attaque à la longue le cuivre, par exemple, ou le bronze. Et vous avez aussi trouvé des sacs, et ça vous intéressait presque plus parce qu'il y avait des choses à l'intérieur. Je crois que vous avez trouvé un jour des pièces d'or, Pierre-Henri Nargeolet, c'est au fond d'un sac. Voilà, alors, il y avait un sac on avait décidé au départ de ne pas remonter de sac en disant c'est des affaires personnelles, peut-être qu'on ne veut pas récupérer ça. Puis il y avait quand même un sac qui avait des anses coupées, et on voyait que les anses avaient été coupées avec un outil tranchant. Ça, on disait, comment ça se fait que ce sac peut être là, comme ça, avec des outils tranchants ? Qu'est-ce qui s'est passé pour ce sac ? Alors il y a un pilote qui finalement malgré notre souhait de ne pas en récupérer, qui a fini par craquer et a remonté le sac. Et alors en l'ouvrant, on a trouvé à l'intérieur beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de petits coffrets avec des bijoux dedans, il y avait des liasses de billets, il y avait beaucoup de pièces d'or dedans. Et là, alors, on en a conclu assez vite que ça pouvait venir d'un coffre-fort qui avait été vidé. Et pourquoi ? C'est parce que dans les bijoux qu'il y avait, il y avait des initiales dessus de différentes personnes. Donc, c'était pas un sac qui appartenait à une personne, mais c'était donc vraisemblablement le contenu d'un coffre qui avait été. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Mais c'est un mystère pour l'instant. Je pense qu'on ne saura jamais exactement si quelqu'un a essayé de l'attacher avec un bout, de le descendre, et puis quelqu'un a coupé les anses. Enfin, on ne sait pas. Et en revanche, un mystère que vous avez résolu, Paul-Henri Nargeolet, sur le Titanic, c'est une montre en or que vous avez trouvée. Alors ça a été assez extraordinaire parce que à un moment où le sous-marin était en train de récupérer des petits objets qui étaient dans un endroit qui... Je ne sais pas d'où ça venait, mais enfin, il y avait des petits objets. Et quand on se rapproche justement du fond, on ne se pose pas sur le fond parce qu'on a peur d'écraser des objets. Donc, on reste à 15-20 cm du fond en pesée nulle et on voit d'autres choses. Et en récupérant des petits objets, il y avait quelque chose qui brillait un peu. Et toc, c'était effectivement une montre goussée. Vous savez, les montres comme nos grands-pères avaient. Donc, qui sont relativement grandes, et il y avait des initiales dessus. Donc, on a fini par trouver le propriétaire, et ce propriétaire, évidemment, n'avait pas survécu, mais sa fille, qui était embarquée avec lui, elle était une survivante de Titanic, et quand même, quand le bateau a coulé, elle avait 16 ans. Donc c'est quelqu'un qui se souvenait très bien de ce qui s'était passé, et elle se souvenait en particulier de son père qui avait mis la main dans sa poche, dans son petit gilet, qui avait sorti la montre pour regarder quelle heure il était au moment où sa fille embarquait dans le canot de sauvetage. Elle s'appelait Edith Braun, vous l'avez rencontrée, elle avait 98 ans et elle a reçu la montre. Alors c'est ça, donc comme on est devenu un peu amis avec elle, etc. Et quand on a trouvé cette montre, le président de la compagnie a amené cette montre chez son horloger voisin, là où il habitait, qu'il a nettoyé, enfin, etc. et tout. Comme il était très bricoleur, il a fabriqué un petit coffret, très joli d'ailleurs. Et puis, on a donné la montre à cette survivante en lui disant quand même que, à sa mort, sa famille devait la rendre pour qu'elle revienne dans la collection. Sa fille était là et on était amis avec elle. C'est ce qui a été fait plus tard. Et puis quand on pense au Titanic, pour toute une génération, on pense à Céline Dion. Certainement, elle a fait beaucoup dans les pays occidentaux pour asseoir bien l'histoire du Titanic, mais dans le monde entier, même pour le faire connaître, parce que vous pouvez aller... Moi, je me suis retrouvé dans des coins un peu perdus dans le monde, ils avaient vu le film, quoi. Donc, c'est assez extraordinaire. Vous avez rencontré James Cameron ? Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer James Cameron, et je peux dire que c'est devenu un ami, parce que... Alors, c'était après le film, hein, c'était pas avant le film, et parce qu'il savait qu'on avait plongé sur le Titanic, donc d'ailleurs on avait un projet dans lequel il était, avec Jean-Michel Cousteau, un des filles de Cousteau. Bon, et donc quand il est venu passer une semaine à Toulon. Moi j'ai passé une semaine avec lui à Toulon la première fois, et il m'avait demandé si je pouvais lui montrer des images des images qu'on avait faites à l'intérieur de l'épave, parce que lui, ce qui le fascinait et l'intéressait, c'était l'intérieur. Donc je lui ai montré ce qu'on avait fait.
Et il m'a dit, bon, c'est bien, enfin, etc. et tout. Et puis, quelques temps plus tard, il m'a dit, viens voir, je vais te montrer ce qu'on a fait. Alors, puis il m'a demandé, surtout, il m'a posé une question, je m'en souviens très bien, il m'avait dit, qu'est-ce que tu voudrais voir et que tu n'as pas pu voir? J'ai dit, moi, je voudrais voir la piscine. Alors, il m'a dit, pourquoi la piscine? J'ai dit, parce que la piscine, dans l'eau, elle a l'air vide alors qu'elle est pleine, quoi. Alors, il s'était un peu gratté la tête, il m'a dit, que c'est cette histoire? Ben, j'ai dit, oui. Et donc, il m'a appelé quelques temps plus tard, il m'a dit, viens voir, je vais te montrer ce que j'ai fait. Alors, il m'a montré, je lui ai dit, écoute, les images sont de bien meilleure qualité que les nôtres, parce que, bon, la technologie s'était déjà améliorée. Puis je lui ai dit, sans vouloir le flatter, je lui ai dit, puis en plus, c'est ton métier, c'est pas le nôtre, quoi. Donc, il avait fait des trucs. Je lui ai dit, mais... Alors là, il y a eu un point, il m'a regardé, il m'a dit, mais quoi? Alors, j'ai dit, mais j'ai rien vu que j'avais pas déjà vu. Oui. J'ai dit, t'es allé partout. Alors il m'a regardé, il m'a pointé du doigt, j'étais juste en face de moi, il m'a dit « je reviendrai ». Voilà. Il faut savoir aussi qu'il est dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une scène au début, il est un des passagers auquel on inspecte minutieusement la barbe. Je ne sais pas si vous le savez, on le voit très bien, James Cameron, dans le film, à la Hitchcock. Oui, tout à fait. On va continuer à parler du Titanic avec la sortie du livre, c'est-à-dire le 6 avril 2022, avec Paul-Henri Nargeolet sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Paul-Henri Nargeolet. Donc le 6 avril 2022 est sorti chez Harper & Collins dans les profondeurs du Titanic et vous racontez dans ce livre vos 34 ans avec le Titanic. Pourquoi ce livre aujourd'hui d'abord? Alors là, il y a un responsable de ce livre qui est pas très loin, il vient de partir. C'est Mathieu Jouan qui m'a téléphoné en me disant il faut que vous écriviez un livre, enfin, etc. J'ai dit non, je ne veux pas écrire un livre. On m'avait déjà posé la question maintes fois. J'ai dit non, j'ai pas le temps parce que je préfère faire des opérations plutôt que d'écrire un livre. En plus, je dis je sais pas écrire un livre, je sais pas, c'est un métier, j'ai pas ce métier-là, donc. Et puis il a tellement insisté que finalement j'ai fini par dire oui. Oui, voilà. et ce livre est passionnant parce que on apprend tout ce qu'on ne savait pas sur les recherches sur le Titanic, Paul-Henri Nargeolet. Voilà, alors c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de dire des choses que je ne lisais pas dans d'autres livres, ou des choses qui avaient été, même d'ailleurs des choses fausses qui parfois étaient passées d'un livre à l'autre finalement. Et donc, et puis raconter un peu une aventure, l'aventure d'une équipe, hein, parce que c'est pas seulement, c'est vraiment une équipe. Et moi, c'est ce qui me passionne dans ce métier, c'est le travail d'équipe, parce que évidemment, une personne ne fait rien du tout là-dedans. Même si on dirige une équipe, on est membre de l'équipe, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et une équipe qui peut passer 12 heures dans un sous-marin au fond de la mer pendant une journée. Alors c'est ça, une plongée, ça peut durer pas loin de 12 heures. Quand on a fini la plongée, c'est pas fini parce que le sous-marin remonte, il faut charger les batteries, il faut l'entretenir, il faut réparer certaines choses qui peuvent tomber en panne sans d'avoir aucune conséquence sur la plongée. Mais enfin, on aime que tout fonctionne dans le sous-marin. Et donc les gens, en plus c'était le Titanic, donc l'équipe s'est encore plus soudée à cause du Titanic. Puis je peux dire qu'il y avait des volontaires j'avais pas de difficulté à trouver du monde pour les expéditions sur le Titanic. Sur les autres non plus d'ailleurs, pour les missions scientifiques qu'on faisait entre les deux, c'était que des gens un peu passionnés, si vous voulez. Alors passionnés par le Titanic, passionnés par la mer, passionnés par le sous-marin et par leur travail, quoi. C'est ça qui était intéressant. Et ce qu'on apprend dans ce livre, à force de vos découvertes, c'est que finalement, il y a eu des déchirures et il aurait très bien pu ne pas couler le Titanic, Paul-Henri Nargeolet. Alors, il a eu... Parce que bon, il y a eu 2 commissions d'enquête, vous savez, après le naufrage, une anglaise et une américaine. Toutes les deux ont conclu qu'il y avait eu une déchirure de 100 mètres de long dans la coque. Or, moi, dès que j'ai commencé à mettre mon nez un peu dans le Titanic, et j'avais quelques idées là-dessus, je me suis dit, 100 mètres de long, le bateau, il coule en 10 minutes. Donc, il y a quelque chose qui colle pas. Et effectivement, quand on est descendu, une des premières choses qu'on voulait faire, c'est voir quels étaient les dégâts qu'avait fait l'iceberg sur la coque du Titanic. On ne voyait rien. Alors, il est exact qu'il y a une partie, l'avant s'est enfoncé, avait une petite vitesse horizontale, petite, hein, mais c'était quand même une grosse masse. C'était à peu près 25 000 tonnes, ou 25 ou même plus, peut-être 30 000 tonnes. Il s'est enfoncé dans le sédiment de 10 mètres. Donc, on ne pouvait pas voir le début, en tous les cas, des dégâts faits par l'iceberg. Après,
la coque était suffisamment dégagée, il n'y avait rien. Donc on était sûr que ce n'était pas une brèche de 100 mètres de long, parce qu'on aurait vu au moins la fin ou la moitié à partir de la moitié. Là, on ne voyait rien. Donc on n'a pas vu. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a détecté, donc avec un appareil, ce qu'on appelle un sondeur pénétrateur de sédiments, donc qui permet, dans les missions scientifiques, de traverser le sédiment sur des grandes longueurs. On a fait une espèce de radiographie de la coque et on a obtenu des images que j'ai toujours trouvées de qualité, je veux dire, moyenne, parce que l'appareil n'était pas fait pour ça. Il est très, très, très bon pour détecter des veines de roche ou des choses comme ça, mais pour détecter des failles. Et finalement, quand même, en regardant il y avait 4 ou 5 déchirures de 3-4 mètres de long, peut-être une 6e d'ailleurs. Et en additionnant tout ça, on arrivait à peu près à un trou de 1 mètre carré. 1 mètre carré, bon, ça fait tant de litres à la minute, tant de mètres cubes même plutôt, à la minute, à l'immersion à laquelle pouvaient se trouver les déchirures. Et au bout de 2h30, la moitié du bateau était plein d'eau. Donc quand le bateau est plein à moitié, il coule. Ouais, donc ça devenait logique, si vous voulez, alors qu'avant, ça n'était pas du tout. Alors, il y a des légendes qui courent autour du Titanic et vous y mettez fin, Paul-Henri Nargeolet. Il n'y avait pas du tout de corps à l'intérieur du bateau. Alors, il y avait, si vous voulez, c'était un peu évident, mais quand un bateau de passagers va couler, on met tout le monde, on donne des brassières de sauvetage à tout le monde et tout le monde va sur le pont. Alors, parce que si on a une chance de s'en sortir, c'est là, c'est pas dans le bateau. Alors il y a certainement quelques malheureux qui se sont perdus dans le bateau parce que le bateau était compliqué. Les gens qui étaient à l'arrière, en particulier les passagers de 3e classe, il y en a qui sont arrivés à atteindre les ponts où il y avait les canots de sauvetage. Bon, mais ils sont certainement en nombre très réduit. Le bateau a été en grande partie évacué, y compris par les mécaniciens. Dans les ingénieurs mécaniciens du Titanic, il n'y en a pas un seul qui a survécu, mais pratiquement tous ont été vus sur le pont à la fin. Bon, ils n'avaient pas le droit de monter dans les canots de sauvetage, donc les canots étaient partis. Donc, mais ils ont été vus par quelques survivants, donc il y avait quand même, par des officiers du bateau aussi. Donc il y a très peu de gens qui sont descendus. Alors quand j'ai entendu, en particulier il y a quelque temps, c'était un ministre anglais l'année dernière qui disait « mais ce cercueil de 1500 personnes, comment peut-on vouloir ouvrir la coque, enfin, etc., et récupérer des choses, n'importe quoi. » Voilà. Alors, il y a eu, à propos de survivants, je crois qu'il y a eu un professeur de philosophie en France, Michel Navratil, qui lui a survécu, que vous avez retrouvé. Alors c'est ça, parce qu'un jour, le président de la compagnie m'a dit tiens, il y a le dernier survivant mâle est français et il faudrait que tu le trouves pour qu'on puisse lui parler, etc. Donc finalement, à force de faire des recherches à droite et à gauche, j'ai fini par avoir le numéro de téléphone de Michel Navratil et je l'ai appelé. Donc c'était donc bien effectivement un professeur de philosophie de la faculté de Montpellier. Et alors, quand je lui ai expliqué qui j'étais, ce qu'on faisait, etc., il m'a dit « Ah !» Et je lui ai dit « Je voudrais avoir un entretien avec vous. » Alors, il m'a dit... Alors, tout doucement, il me disait, très lentement, il me dit « Il faut que je réfléchisse pour savoir si ce que vous faites est bien ou pas. » Je dis « Bon, bah oui, je comprends très bien. » Et je lui ai dit « Bon, quand est-ce que je peux vous rappeler ?» Il m'a dit bah, « Écoutez, je range ma bibliothèque. Rappelez-moi dans 3 mois. » Je dis bon, il faut un certain temps pour réfléchir, mais enfin, quand il m'a dit qu'il était professeur de philosophie, j'ai dit bon, il y a peut-être il veut vraiment retourner les choses dans tous les sens. Et 3 mois après, je l'ai appelé. Il m'a dit bon, j'ai réfléchi et finalement, ça me plaît, donc vous pouvez me voir. Alors je suis venu le voir, le courant est bien passé, on est devenus amis. Et après, j'ai connu d'ailleurs sa fille, Elisabeth Navratil, qui a écrit un livre d'ailleurs sur les enfants du Titanic, enfin, etc. Et donc, on est resté amis, et on lui a proposé même une année de venir avec nous sur la zone, avec un bateau à passagers à ce moment-là. Et il est passé d'ailleurs par Halifax, où le corps de son père avait été retrouvé et enterré dans le cimetière d'Halifax. Alors, il y a toute une histoire, parce que son père avait kidnappé les enfants, donc c'était Michel Navratil et son frère Edmond, qui avaient 3 ans et 4 ans.
Et ils étaient partis à Southampton, ils ne sont même pas partis de Cherbourg, parce comme il avait kidnappé les enfants un jour où il avait la garde, parce que le couple avait divorcé, et qu'il était toujours amoureux de sa femme, qui était partie vivre, enfin pas vivre, mais qui était tombée amoureuse d'un officier de cavalerie italien. Donc et il habitait Nice, donc il est parti en prenant un passeport de son associé. Il était tailleur, il avait un atelier de confection. Et donc quand lui n'a pas eu le droit évidemment de monter dans un canot de sauvetage. Donc il a mis ses enfants d'ailleurs dans le dernier canot, c'est le canot qui portait la lettre D. C'était des canots un peu en supplément qui avaient été mis par la compagnie. Donc il les a mis là, et quand tous les survivants ont été récupérés par le Carpathia, qui est le seul bateau qui est venu dans la zone et qui a pu récupérer tous les rescapés, eh bien, il n'y avait pas de parents. Donc, ils sont devenus les deux frères, les orphelins du Titanic. Voilà. Et là, sa mère les a retrouvés 1 an plus tard, je crois. Moins d'1 an, non, c'est peut-être un mois ou un mois et demi. En lisant un journal, elle avait une photo des orphelins du Titanic, mais elle s'est dit, bon là, vous imaginez le mauvais sang qu'elle se faisait. Et après tout s'est arrangé, elle a pu prouver que c'était effectivement ses enfants, enfin, etc. Alors, il y a encore beaucoup d'objets au fond de la mer. Je crois qu'il y en a 15 à 20 000. Il faut un jour les récupérer parce que l'épave n'est pas éternelle, Pierre Richard. Alors, tout à fait. Bon, nous, déjà, on ne récupère les objets que dans le champ de débris. Hein. On avait décidé de ne pas en récupérer à l'intérieur pour ne pas froisser la susceptibilité de certaines personnes, que je comprends très bien d'ailleurs. Hein. Mais donc, il y en a encore beaucoup. Et puis surtout, là, effectivement, ça va faire 34 ans cet été, si on y retourne effectivement, et je pense qu'on va y retourner, j'ai pu observer, avec toutes les équipes, la dégradation lente, mais qui est de plus en plus visible de l'épave, quoi. Donc elle n'est pas éternelle, mais il y en a quand même encore pour beaucoup plus longtemps que ce que j'entends. Parce que depuis 35 ans, j'entends que dans 20 ans, il ne restera plus rien du Titanic. Or, 35 ans après, il y en a toujours. Et pour justement récupérer toutes ces pièces, il y a des sous-marins de plus en plus perfectionnistes et perfectionnés. Et moi, je me souviens d'une bande dessinée de Franquin, Le repère de la murène de Spirou, où Spirou et Fantasio partent au fond de la mer récupérer un trésor avec des sous-marins jaunes qui correspondent exactement à ceux que vous évoquez. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont des idées. Il y a Hergé aussi dans Tintin, oui. Hein, le trésor de la licorne, Rackham le Rouge, enfin, etc. Et effectivement, il y a des gens qui ont, comme l'avait Hergé pour la Lune, d'ailleurs, on a marché sur la Lune et autres, quoi, c'est assez extraordinaire. Mais il y a effectivement des gens qui avaient inventé ça avant que ça existe, quoi. À propos de la Lune, Buzz Aldrin est allé voir un jour l'épave du Titanic avec vous. Exactement. La même année, d'ailleurs, qu'on avait invité Michel Navratil, on avait invité aussi Buzz Aldrin. Et Buzz Aldrin a dit, après sa plongée, en dehors d'avoir marché sur la Lune, c'est la plus belle expérience de ma vie, quoi. Donc c'est quand même pour quelqu'un il n'a pas fait que marcher sur la Lune, il a fait beaucoup d'autres choses. C'était quand même assez extraordinaire. Et quand il est arrivé à proximité du fond, il a dit « c'est comme si on arrivait sur la Lune ». Parce qu'effectivement, il y a une ressemblance, même au niveau des couleurs, quand on éclaire le fond, ça a un effet lunaire, quoi, voilà. Et puis, il faut savoir, et vous y avez participé, aujourd'hui, le Titanic est classé. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde des Chinois peuvent venir voler des choses, mais il est classé par les États. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut savoir sur un plan juridique, c'est que le Titanic est dans les eaux internationales. Donc, dans les eaux internationales, il n'y a qu'une loi qui s'appelle l'Admiralty Law, qui fixe des conventions entre les pays, en particulier si quelqu'un trouve une épave, s'il remonte un objet, il le présente aux États-Unis à un juge fédéral, en France à un administrateur des affaires maritimes, en Angleterre à un receiver of wreck. Il y a d'autres pays aussi qui ont sûrement, moi je connais que ces 3 pays-là, mais il y a sûrement d'autres possibilités. Et s'il peut revendiquer le droit d'exploiter cette épave, si vous voulez.
Donc, évidemment, pourquoi? Parce que en général, quand un bateau coule, son propriétaire abandonne l'épave au profit des assurances. Les assurances se dépêchent vite d'en faire autant pour ne pas être responsables, ce qui ne les empêche pas d'être responsables d'ailleurs, surtout dans les cas de pollution. On l'a vu avec pas mal d'épaves sur les côtes ou dans les eaux internationales. Mais bon, juridiquement, c'est nécessaire de le faire. Donc, quand vous trouvez une épave, même par grand fond, si vous remontez un objet et que vous demandez d'être ce qu'on appelle en anglais salver in possession, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire du salvage sur cette opération, vous récupérez des objets. Celui à qui vous les remettez a 1 an et 1 jour pour trouver un propriétaire. S'il ne trouve pas de propriétaire, vous pouvez devenir le propriétaire. Alors, évidemment, ça pose parfois des tas de problèmes, parce que quand il y a une différence entre le bateau et sa cargaison. Ce sont 2 choses séparées. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Et en ce qui concerne le Titanic, évidemment, tout le monde a envie que le Titanic... Les Canadiens ont réclamé la propriété du Titanic en disant c'est dans nos eaux, alors que c'est à plus de 600 km de leur zone. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, mais c'est pas très loin de chez eux, donc ils ont essayé. Les Américains ont voulu aussi, en disant, il y a eu le Sénat américain a pondu un papier, mais qui n'a aucune valeur juridique, parce que ce sont des souhaits. L'UNESCO a classé l'épave du Titanic patrimoine de l'humanité. Alors, un patrimoine qui se dégrade quand même pas mal et qui va disparaître, mais ça n'a aucune valeur. Parce que d'abord, ils n'ont aucun moyen pour faire respecter cette décision. Mais donc, si vous voulez, il y a toujours un tas de gens qui ont envie de... Alors, en réalité, il y a une société qui est Salver in Possession, c'est la société RMS Titanic Inc., avec laquelle je travaille maintenant et avec laquelle, quand j'étais à l'Ifremer, nous travaillons ensemble à cette époque-là. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses passionnantes, on pourrait parler pendant des heures, dans ce livre de Paul-Henri Nargeolet, Dans les profondeurs du Titanic, chez HarperCollins. Merci de l'avoir écrit pour éclairer notre lanterne, et puis continuer à plonger et à ramener de magnifiques objets de l'histoire. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.